Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accompagner aujourd'hui donc sur ce webinaire proposé par le Moniteur qui traite du nouveau marché de la surélévation d'immeubles. Ce webinaire va se dérouler en deux parties. Tout d'abord, une exposé d'une vingtaine de minutes. Et ensuite, je répondrai à vos questions pendant une dizaine de minutes. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions tout au long de la présentation d'ailleurs. Pour ça, je vous invite à cliquer sur l'icône orange-rouge sur votre écran avec une flèche blanche qui se trouve en haut et à droite de l'écran. Et vous pourrez ensuite rédiger la question dans le pavé de ce texte. Voilà pour l'opération sur le plan technique. Maintenant, les présentations. Donc, vous voyez mon nom apparaître. Je suis avocat honoraire, spécialiste en droit de l'immobilier et en droit de la copropriété, et notamment dans cette matière de la surélévation. Je suis aussi administrateur et secrétaire général d'une association qui ne s'occupe que de ça, qui s'appelle Planète Surélévation, dans laquelle nous voyons nombre de dossiers qui nous sont envoyés pour traiter les surélévations, sur tous les plans, juridiques, administratifs, urbanistiques, et même de communication avec les habitants. Ce webinaire, je le fais avec Monsieur Damien Malbran. Vous voyez donc son nom en dessous, Damien Malbran, architecture. J'interviens le matin et lui l'après-midi, car il vous montre très pratiquement, en sa qualité d'architecte, toutes les réalisations qu'il a faites et le détail, par conséquent, des chantiers de surélévation. Voilà, donc nous allons commencer par donc vous parler de ce nouveau marché qui apparaît, que nous voyons, nous, depuis, disons, 2-3 ans, qui concerne tout le monde, tous les professionnels de l'immobilier, au sens large, architectes, maîtres d'œuvre, les bureaux d'études techniques, bien sûr, bureaux d'études structure aussi, bureaux d'études thermiques aussi, car ça va de pair avec la rénovation énergétique, une surélévation en général. Les promoteurs se jettent sur le marché, les rénovateurs marchands de biens aussi, et puis toute une kyrielle de gens qu'on appelle les AMO et AMOD, assistants maîtres d'ouvrage et assistants maîtres d'ouvrage délégués, profession d'ingénierie qui se met aussi à assister donc souvent les copropriétés pour faire ces surélévations. Et tous les spécialistes de la rénovation énergétique, car dans ce webinaire, nous expliquons souvent, avec Damien Malbran, l'architecte, que la surélévation va de pair avec la rénovation du bas du bâtiment et notamment la rénovation énergétique. Voilà donc ce nouveau marché tel que nous le voyons apparaître. Pourquoi ce marché s'est développé? Parce que les pouvoirs publics y sont très favorables, les lois ont changé, vous allez le voir, et ça permet évidemment de autofinancer par la vente du toit les rénovations des bâtiments, notamment en copropriété. Là, vous voyez quelques réalisations faites ou en cours sur des copropriétés à Paris. Et vous allez voir que le marché concerne en réalité non seulement les copropriétés, mais aussi beaucoup d'autres acteurs. Et vous verrez que à Paris, l'atelier parisien d'urbanisme, qui dépend de la ville de Paris, la PUR, a recensé dans une étude plus de 11 000 immeubles surélevables. Voilà, donc les pouvoirs publics les encouragent, c'est dit et redit dans tous les colloques et les conférences organisées par la ville, essentiellement la ville de Paris, mais aussi les grandes villes de province, où le marché, s'il est tendu, permet donc plus facilement ces surélévations. Donc le marché est vraiment lancé dans les grandes villes, mais aussi en montagne, très actif. Vous voyez ici, c'est à Val d'Isère, dans cette station de ski, à gauche, un immeuble des années 70, immeuble fatigué, une passoire énergétique, et à droite, ce qu'il est devenu, après donc surélévation, transformation de l'esthétique, création d'un grand chalet par adjonction donc de niveaux supplémentaires pour le bonheur des habitants et d'ailleurs de la station qui voit son esthétique changer et la valeur vénale des appartements de cette copropriété totalement décollée. Dans l'hôtellerie, ça marche aussi. Vous voyez là l'hôtel Ibis qui est, si je me souviens bien, à Nemours, qui s'est surélevé. À gauche, vous voyez le chantier de la surélévation. À droite, ce qu'il est devenu ensuite. Donc, ça marche aussi dans l'hôtellerie, dans les zones où il y a besoin d'améliorer la capacité hôtelière, évidemment. Dans le logement social, très actif.
Là, à gauche, sur cette diapo, vous voyez un logement foyer, des logements foyers pour migrants, réalisés par la ville de Paris près de la place d'Italie. Et à droite, une nouvelle technique qui consiste à poser des modules sur le toit. C'est un bailleur social aussi qui fait ça à Saint-Denis. Et on vous expliquera dans le webinaire d'ailleurs les techniques de pose de modules qui raccourcissent complètement les délais de construction. C'est une technique en provenance d'Espagne d'ailleurs qui commence à porter ses fruits en France, qui marche très bien à Barcelone. On vous montrera tout ça, on vous montrera même des petits films de réalisation. Donc le potentiel, c'est aussi les maisons individuelles. Vous voyez là sur ces diapos que pour les maisons individuelles, il y a aussi évidemment un marché de façon à agrandir ces maisons. Et maintenant, on va faire un peu de droit. Vous m'excuserez d'en faire, mais c'est important de connaître évidemment les bases, car le code de l'urbanisme et le code de la copropriété ont été profondément modifiés, ce qui d'ailleurs a permis l'envol du marché. En copropriété, la loi a changé, en urbanisme aussi. En copropriété, on a facilité la possibilité pour les assemblées générales de décider des surélévations. Et en urbanisme, le code de l'urbanisme a été changé par toute une opération dérogatoire au PLU depuis des ordonnances de Madame Duflot. En droit de la copropriété, on vous expliquera dans le webinaire en détail comment on décompose en copro l'opération de surélévation. La loi a supprimé la règle de l'unanimité des propriétaires du dernier étage, qui était indispensable avant le vote de la nouvelle loi. C'est le nouvel article 35 de la loi de 65. Donc ça a complètement débloqué, vous imaginez, la possibilité de surélever dans les copropriétés. On a remplacé ça par un droit de priorité des occupants du dernier étage, occupants plus exactement copropriétaires, pas locataires, des copropriétaires du dernier étage qui peuvent réaliser eux-mêmes la surélévation. Il va falloir purger auprès de ceux-ci le droit de surélévation. Ça, c'est l'affaire des notaires qui vont proposer pendant 2 mois aux copropriétaires du dernier d'éventuellement, s'ils le veulent, constituer une SCI pour faire la surélévation. C'est un droit qui leur est accordé. Et globalement, on a modifié les majorités en Assemblée générale. Alors, je ne peux que vous résumer aujourd'hui. Tout le détail vous sera donné dans la formation organisée par le moniteur en une journée. Grosso modo, le nouvel article 25 de la loi de 65, c'est 51% des voix dans des villes à droit de préemption. Si la copropriété vend à un promoteur le droit à construire, c'est-à-dire le toit, en fait, c'est l'air qui est au-dessus de l'immeuble en copropriété qui va être vendu. C'est ce qu'on appelle un foncier aérien sur lequel, entre nous, les agents immobiliers commencent à se jeter. Maintenant, ils regardent en l'air. Ça se passera aussi en Assemblée générale à l'article 26, c'est-à-dire 2/3 des voix, dans les villes sans droit de préemption. Ou si le syndicat des copropriétés réalise lui-même la surélévation. On vous expliquera dans le détail que certaines copropriétés, parce qu'elles veulent faire sans doute les économies d'un promoteur, on ne sait pas si elles ont vraiment raison, on vous expliquera le pour et le contre, mais le syndicat des copropriétaires, c'est prévu par la loi, peut lui-même réaliser l'opération. Bon, il faudra qu'il s'entoure évidemment, peut-être d'un AMO, d'assurances adéquates s'il les trouve. Tout ça vous sera expliqué, c'est le nouvel article 35 de la loi du 10 juillet 1965, une révolution. Un trésor caché des immeubles, dit-on-nous, à Planète Surélévation. La loi Elan a créé quelque chose, vous savez, cette loi du 22 novembre 2018, récemment, elle a créé une notion très importante pour les notaires et les banquiers qui s'appelle le lot transitoire de la copropriété. On vous expliquera ce que c'est. C'est extrêmement important pour permettre provisoirement de créer un lot sur le toit en attendant de faire des appartements à l'intérieur, c'est-à-dire de faire des lots privatifs à l'intérieur. C'est absolument capital pour la réalisation, pour les notaires et les banquiers, d'une belle opération. Alors ça va faire encore plus décoller le marché. C'est la loi Elan du 22 novembre 2018. En fiscalité, c'est génial. Une des dernières niches fiscales qui existent dans ce pays, il ne faut pas le dire trop fort, mais nous faisons en sorte que ça soit maintenu jusqu'au 31 décembre 2020 pour l'instant. Si l'opération se réalise, c'est défiscalisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus-value sur la vente du toit. Magnifique, on est allé se bagarrer à Bercy pour l'obtenir en espérant que ce sera prorogé. Mais pour l'instant,
jusqu'au 31 décembre 2020. On vous expliquera en détail comment faire pour ne pas payer les plus-values. En droit de l'urbanisme, modification de capital aussi. Vous voyez ici une dent creuse qui se trouve dans une des avenues de Paris, au-dessus d'un petit supermarché. Alors là, qui permet assez facilement, il faut régler le problème des jours de souffrance que vous voyez sur le mur pignon. On vous expliquera juridiquement comment régler ces problèmes, mais il y a maintenant des nouvelles dérogations aux règles ordinaires du PLU qui sont prévues par des ordonnances de Madame Duflot de 2013, une circulaire de Madame Pinel, l'ancienne ministre de la Construction de 2014, et un nouveau décret de juin 2016 sur l'isolation qui vous permet en hauteur de gagner un peu de hauteur pour permettre une isolation efficace entre les niveaux. Donc, modification fondamentale du droit de l'urbanisme. Ces ordonnances prévoient grosso modo, mais on vous expliquera tout ça dans le détail, qu'on peut aligner des immeubles, c'est ce qu'on appelle les dents creuses, que pour les places de stationnement qui sont en théorie obligatoires dans les constructions, on peut déroger à l'obligation de faire des places de stationnement si on surélève, parfait. Et on vous expliquera aussi, ça ce sera plutôt Monsieur Malbran, architecte, qui en a l'habitude, que les règles ordinaires de construction neuve qui s'appliquent en théorie aux surélévations permettent des dérogations sur la sécurité des ascenseurs, les aérations, l'incendie, etc. Donc il faudra déposer un permis de construire spécifique avec une note particulière de l'architecte pour demander les dérogations. Et puis, il faudra de toute façon, attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe où, surtout si vous êtes dans un champ de visibilité de monument historique. On parlera des architectes des bâtiments de France, car il faut une intégration harmonieuse du projet dans le milieu urbain, avec des exemples, des films et des diapos. On vous montrera ce que c'est que l'intégration harmonieuse du projet dans le milieu urbain. Vous voyez à gauche la diapo, accepté, bon, très bien. Donc, on a considéré qu'il y avait une intégration harmonieuse. Les services du permis de construire disent maintenant, oui, effectivement, en tout cas pour Paris, Paris n'est peut-être pas un musée, on peut faire un peu un geste architectural. C'est très intéressant pour les architectes. Voilà, on vous expliquera ce que c'est le bilan initial de surélévation, parce qu'une surélévation, ça commence par un bilan, un audit minimum, qui concerne la faisabilité administrative. Donc, on va regarder ce qu'est le PLU, ce que permet le gabarit, les droits de vue d'ensoleillement des voisins. On parlera des voisins, d'ailleurs des recours possibles des voisins et comment les éteindre avec des indemnités, sans doute, parfois, si nécessaire. On vous parlera de la faisabilité constructive et économique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait évidemment avec les études de sol, les études de structure, les circulations, les ascenseurs, l'accessibilité, et on vous décomposera des opérations avec, vous savez, le coût de construction par rapport au prix de votre potentiel. Combien vaut le toit? Ça, c'est une énorme inconnue pour la plupart des acteurs. Nous, on sait à peu près comment faire, c'est-à-dire qu'on fait un bilan promoteur à l'envers. On vous montrera des diapos dans lesquels on vous décomposera un bilan promoteur à l'envers et on vous montrera donc ce que peut être un prix de vente du toit. Et naturellement, alors ça c'est un peu ma partie, hein, c'est mon dada, la faisabilité juridique bien sûr, et financière, bon, comme on fait les appels d'offres promoteurs pour une copropriété, qu'est-ce qu'on fait avec les acquéreurs du dernier s'ils exercent leur droit de priorité et s'ils veulent faire la surélévation, ils vont monter les SCI. Nous sommes en partenariat avec des notaires spécialisés sur le sujet. Et puis, le syndicat des copropriétaires, s'il le fait seul, il va peut-être avoir besoin, s'il ne veut pas passer avec un promoteur, d'un AMO. Qu'est-ce que c'est que ces nouveaux venus sur le terrain et que peut faire un AMO pour aider une copropriété à se surélever. Et on vous parlera aussi d'une communication indispensable avec les habitants. Vous savez, c'est les gens du dernier qui disent comment, moi j'ai acheté au dernier, par conséquent, il me faut de l'argent, si vous voulez surélever, je ne serai plus au dernier. Donc, on vous expliquera comment motiver ces gens et les contraindre, entre guillemets, à profiter de la surélévation qui va de toute façon permettre de diviser les charges dans un plus grand nombre de copropriétaires, ce qui va faire des économies naturellement à la copro. Un exemple à Merly, cet immeuble Merly à Boulogne, qui est en cours de réalisation. À droite de la diapo, vous voyez ce qu'est actuellement l'immeuble. Immeuble fatigué, je dirais, hein, de la pathologie là-dedans. Hein. Une chaudière à bout de course, 150 000 euros. Alors, c'est pas très drôle hein, pour les copropriétaires qui vont être pris à la gorge. Donc, dans les solutions,
qu'ils ont sur pied, bah, est venue assez naturellement la surélévation. À gauche, vous voyez la diapo de l'immeuble qui sera donc après surélévation, qui va être complètement recomposé. Et vous voyez que la vente des lots futurs sur le toit va rapporter 1 900 000 euros au promoteur qui le fera. Et le droit à bâtir, c'est-à-dire la vente du toit, la discussion est en cours. Mais on vous expliquera pourquoi. À peu près de 600 000 euros, donc net d'impôt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Premières opérations réussies, on les voit donc, celle-là où je vous parlais des stations de montagne, bon, à gauche, Courchevel, à droite, très belle petite réalisation rue de l'Église, par des copropriétaires qui l'ont fait d'ailleurs du dernier. On vous démontrera tout le bienfait pour la copropriété de cette petite opération. Et puis, nous avons presque terminé. Je vous parlerai aussi avec M. Malbran, l'architecte, d'un cas exemplaire à Marly-le-Roi, parce qu'on va peut-être surélever ces vieux bâtiments, parce que la copropriété a besoin de financement pour rénover cette copropriété qui date des années aussi 60, une véritable passoire énergétique. Donc, on vous parlera de ça et on parlera de la possibilité aussi d'étendre, parce que la surélévation va parfois de pair avec l'extension horizontale. Vous savez sans doute pour les spécialistes, le COS ayant disparu en France, remplacé par une notion de gabarit, on peut aussi étendre l'immeuble. Voilà, presque terminé. Donc, ici sont des réalisations de M. Malbran à Paris sur cette petite copropriété qui donc a pu financer entièrement sa rénovation. Voilà l'intérieur des nouveaux lots qui sont sur le toit. Donc la décomposition du chantier, d'éventuelles difficultés, vous sera faite l'après-midi par M. Malbran, encore une réalisation donc en cours. Voilà, donc encore une dernière réalisation d'ailleurs dans une des rues. Là, les angles de rue sont excellents parce que vous n'avez pas de vis-à-vis et vous n'avez pas de souci à avoir avec les copropriétaires. On parlera, et j'en ai terminé, également des troubles de voisinage que peuvent comporter les surélévations, c'est-à-dire vis-à-vis des voisins qui peuvent se plaindre d'un défaut d'ensoleillement ou d'un défaut de vue après la réalisation. On vous montrera la jurisprudence dégagée par les tribunaux sur ce sujet assez restrictif. Voilà. Il vous reste à lire maintenant cette dernière diapo, qui est l'offre de formation donc du moniteur. Donc les objectifs, c'est de vous montrer tous les trois aspects finalement, hein. Urbanisme, architecture, juridique, parce qu'il y a une ingénierie juridique importante à faire en collaboration avec le notaire. Nous estimons que, moi je dirais que c'est une dream team, l'opération de surélévation, comme on dit. C'est-à-dire que c'est une équipe de juristes, de financiers, avec des banques qui vont les financer, et naturellement toute la maîtrise d'œuvre, l'ingénierie qui va autour. Voilà, donc des dates vous sont proposées à Paris, vous les voyez apparaître, et le moniteur aussi va en proposer sur Lyon, peut-être à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Voilà, nous arrivons maintenant à la séance des questions-réponses. Alors, il faut que vous puissiez lire ce qui est à l'écran. Je ne crois pas qu'il y ait de questions encore qui soient posées, mais vous pouvez les écrire et c'est volontiers que je vous y répondrai dans la dizaine de minutes qui me restent, car vos questions vont apparaître à mon écran s'il y en a. On va peut-être attendre quelques minutes, le temps que vous puissiez les écrire sur le plan juridique, le plan urbanisme, le plan communication aussi auprès des habitants, parce que tout ça, pour des copropriétés, nécessite de la pédagogie. Voilà, j'ai une question qui arrive. Paris est-elle une ville à droit de préemption? Oui. Il faut regarder s'il y a des délibérations dans les villes du conseil municipal qui a affecté les villes du droit de préemption. Toutes les grandes villes sont concernées par le droit de préemption. Donc, dans toutes les grandes villes, on fait passer ça à l'article 25 de la loi de 65, c'est-à-dire majorité de 50% plus une voix. Parce que bien sûr, un droit de préemption a été institué. Il suffit de circuler sur le
site internet des villes pour savoir si elles ont voté le droit de préemption. En général, la délibération du conseil municipal est dans les sites des villes. Je crois qu'il y a une autre question sur les permis de construire. Les permis de construire pour la surélévation ont-ils des spécificités? Oui, parce qu'on est dans un système dérogatoire au PLU, donc il faudra déposer un permis de construire auquel vous allez annexer une étude architecturale de l'architecte spécifique pour demander les dérogations possibles sur les places de stationnement, sur la sécurité, après être allé voir naturellement les services concernés sur la sécurité de la ville. Donc il va falloir une notice technique spécifique qui sera déposée au préfet, car évidemment c'est le maire, comme vous le savez, qui délivre au final le permis de construire, mais le préfet a son mot à dire sur cette note spécifique. Tout ça est enfermé dans des délais. On vous expliquera juridiquement comment ça fonctionne. Voilà, donc permis de construire spécifique. Une autre question, comment un copropriétaire seul peut-il faire une surélévation? Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il y a cette possibilité. On voit, nous, des dossiers. On vous l'expliquera d'ailleurs dans le webinaire. On voit des dossiers dans lesquels les gens du dernier étage, parfois parce qu'ils ont des combles d'ailleurs, qui sont soit des combles parties communes, d'ailleurs, des combles inutilisés, ou parfois des combles parties privatives, ça peut exister aussi, donc il faut regarder les règlements de copropriété. Donc ces gens du dernier vont se dire, tiens, utilisons le comble pour gagner des étages. Il faut naturellement une autorisation de l'Assemblée générale, qui sera différente juridiquement si ce sont des combles parties communes ou des combles parties privées. Ben, on vous expliquera la loi sur le sujet, mais oui, on voit des gens du dernier, soit parce qu'ils exercent le droit de préemption, soit parce qu'ils négocient avec la copropriété l'achat effectivement de l'air qui se trouve au-dessus des combles, ou même au-dessus d'ailleurs sur le toit en lui-même. Bien sûr qu'un propriétaire au dernier étage peut demander à la copropriété, il va négocier le prix du toit. Peut-être d'ailleurs il transformera ce prix en travaux sur le bas, notamment de rénovation énergétique. Il y a des gens qui veulent par exemple un ascenseur, bon très bien, et ben, le prix du toit se convertit en exécution de travaux d'ascenseur. On le voit par exemple sur l'opération de l'avenue de Suffren à Paris. Voilà, pour répondre à cette question. Encore une que je lis là. Oui, il y a évidemment un grand travail de réécriture des documents de la copropriété. La question, c'est qui doit prendre en charge ces frais si rien n'est prévu dans le règlement de copropriété. Alors ça, c'est prévu par la loi de 65 dans sa réforme, nouvel article 35. Grosso modo, je vous explique, il faut faire passer le géomètre expert. Il est d'ailleurs le géomètre expert qui va refaire les tantièmes de copropriété et les plans. Un élément indispensable de la Dream Team dont je vous parlais, de l'équipe. L'équipe, c'est le notaire, c'est le syndic de copropriété, personnage indispensable, c'est naturellement toute l'équipe d'ingénierie, l'architecte et le géomètre expert, qui avec le notaire va recomposer le règlement de copropriété. Il va changer les charges, les tantièmes, il va créer des nouveaux lots, il le donnera au notaire qui va déposer ça au livre foncier, qui va le publier à la conservation des hypothèques, pour recomposer intégralement tous les tantièmes, les nouveaux tantièmes, qui vont faire que, c'est pour ça que la surélévation, c'est le trésor caché. Si vous voulez, plus vous divisez les charges de copro par un nombre d'habitants, moins vous payez de charges. Donc c'est le travail du géomètre qui est absolument indispensable, qui va permettre de déterminer quelle est l'économie de charge qu'on va faire dans la construction. Ah, les jours de souffrance, on me pose une question sur les jours de souffrance. Alors là, je peux simplement vous en donner le détail de notre position, en tout cas là-dessus, en une minute, parce qu'on développera tout ça dans le webinaire. Bon, les jours de souffrance, vous savez, ce sont ceux qui sont sur le mur pignon. Vous avez vu une diapo tout à l'heure. Alors, les jours de souffrance, c'est en général d'ailleurs des fenêtres à barreaux qui ne font qu'éclairer la pièce derrière laquelle se situent ces jours de souffrance, qui sont en général à plus d'1,80 m. En général, ça éclaire quoi? Ça éclaire des WC. Alors évidemment que si vous montez, vous allez supprimer ces jours de souffrance. Il faudra négocier.
Tout se négocie. Vous savez, hein, depuis que les Phéniciens ont inventé la monnaie, beaucoup de choses se payent, notamment la paix dans les immeubles. Si vous avez des récalcitrants, eh bien, dans les bilans promoteurs, il y a des indemnités qui sont prévues, y compris pour les voisins qui ont de ces jours de souffrance. Mais il n'y a pas que des jours de souffrance. Parfois, vous avez des ouvertures dans les murs pignon, par exemple de salles de bain, qui ne sont pas des jours de souffrance, qui sont des fenêtres. Qu'est-ce qu'on en fait? Là, c'est beaucoup plus difficile, mais ça se négocie aussi. Vous savez, des gens, quand vous leur offrez 50 000, 100 000 euros, est-ce qu'ils sont prêts à supprimer un jour qui vient dans la salle de bain? Est-ce qu'on va leur faire des travaux pour leur faire de la ventilation? C'est une affaire de promotion, ça se discute, ça se transige avec sans doute des indemnités défiscalisées. Voilà pour répondre. Allez, encore une dernière question peut-être, parce que nous sommes presque arrivés au bout du temps imparti, comme on dit à la télévision. Question. En dehors de Paris, des dérogations sont-elles aussi mises en place? Excellente question. Réponse oui, car les dérogations sont nationales. L'ordonnance de Madame Duflot de 2016, elle est nationale, donc elle s'impose à tous les services instructeurs qui ont eu du mal, il faut bien le dire, disons en province, dans les grandes villes, à la comprendre et à la digérer, je dirais. Mais ça y est, nous sommes quand même 2016, à 4 ans de ces ordonnances, et maintenant les services instructeurs ont complètement compris l'utilité, les villes aussi, ont compris l'utilité, même au niveau du développement durable et de l'étalement urbain. Pourquoi la maire de Paris et les autres maires des grandes villes sont favorables aux surélévations? Pour des questions environnementales. On vous expliquera ça au début d'ailleurs du webinaire, parce que c'est très bon comme pour lutter contre l'étalement urbain, et vous verrez pourquoi sur les gaz à effet de serre. Voilà. Alors, nous n'avons malheureusement plus le temps de répondre aux questions, mais on répondra ultérieurement par Internet aux questions que vous pourriez poser et qui ne resteront pas, croyez-le bien, sans réponse. Merci de votre attention. Ce petit webinaire est terminé. À très bientôt. Au revoir.